Ses parents disaient que j'étais une régression par rapport à son ex. Ils ne m'ont pas invité au mariage de sa sœur. J'ai dit que je comprenais et j'ai fait mes valises pendant qu'elle était partie. À son retour, j'avais disparu, tout comme l'entreprise qu'elle croyait posséder et les 15 millions d'euros dont elle ignorait l'existence. Je m'appelle Julien Kerr, j'ai 41 ans et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir tout réussi. Je travaille comme ingénieur en intelligence artificielle, principalement en freelance, gagnant environ un demi-million d'euros par an en concevant des systèmes prédictifs pour des entreprises du CAC 40, pas mal pour un gamin qui a grandi dans une cité HLM de banlieue parisienne. Ma femme Stéphanie a 40 ans, travaille dans l'entreprise manufacturière de son père, Industrie Porte, et nous avons un fils de 7 ans nommé Léo, un enfant intelligent qui ressemble trait pour trait à sa mère, ce que je considérais autrefois comme une bénédiction, mais je m'avance un peu. La conversation a eu lieu un mardi matin de fin septembre, je versais du café quand Stéphanie est entrée dans la cuisine, téléphone à la main, avec cette expression sur le visage, celle qui dit qu'elle a déjà pris une décision et qu'elle m'informe simplement. Je l'avais déjà vue quand elle choisissait de nouveaux meubles, quand elle inscrivait Léo dans une école privée bilingue, quand elle planifiait les vacances, toujours la même expression. « Julien, il faut qu'on parle du mariage d'Aurélie le mois prochain », a-t-elle dit en posant son téléphone face contre terre sur le comptoir. Aurélie est sa sœur cadette de 28 ans qui épouse un financier rencontré au club de golf de son père. J'ai posé ma tasse doucement et j'ai demandé à quelle heure nous devions partir, proposant de libérer mon emploi du temps du vendredi si nous devions conduire jeudi soir. Elle n'a pas croisé mon regard, s'affairant plutôt à redresser le torchon suspendu à la poignée du four, et m'a dit qu'en fait, elle pensait qu'il valait mieux qu'elle y aille seule cette fois. La cuisine est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. J'ai attendu car le silence est un outil utile dans mon métier, laissez les gens le remplir eux-mêmes et ils vous en diront plus qu'ils ne le voulaient. Elle a continué sans me regarder, jouant nerveusement avec son téléphone, disant que ses parents avaient certaines attentes et que Benoît serait là, précisant qu'il était maintenant directeur financier de l'entreprise de son père, chez Industrie Porte depuis 3 ans. Et que son père parlait de la façon dont les choses auraient pu être différentes si elle avait fait d'autres choix à l'époque. Si tu avais épousé Benoît Magnin au lieu de moi, ai-je fini pour elle? Ce n'est pas exactement ce qu'elle a dit, mais c'est ce qu'elle voulait dire. La mâchoire de Stéphanie s'est contractée, elle m'a enfin regardé avec quelque chose de défensif dans les yeux et a admis qu'il pensait que j'étais une régression par rapport à Benoît, elle savait que ce n'était pas juste et que ça semblait terrible. Mais elle ne voulait pas les mettre mal à l'aise le grand jour d'Aurélie, demandant si nous ne pouvions pas simplement éviter le drame. Le mot régression a résonné comme si j'étais une voiture d'occasion avec un kilométrage élevé et un historique douteux. J'ai pris mon café, bu une gorgée lente, l'ai reposé soigneusement sur le comptoir en granit, le son a résonné dans le silence et j'ai dit simplement compris. Elle a cligné des yeux, clairement surprise, demandant si c'était tout et si je n'allais pas discuter, mais est-ce que discuter changerait quelque chose? Est-ce que cela ferait que ses parents me respecteraient soudainement? Est-ce que cela la ferait défendre son mari? Je suppose que non. J'ai hoché la tête une fois, gardant ma voix neutre, disant que c'était clair, qu'elle irait au mariage et que je resterais à la maison avec Léo. Le soulagement a envahi son visage, mêlé à quelque chose d'autre que je ne pouvais pas tout à fait placer, de la culpabilité peut-être, ou de la satisfaction que je sois si raisonnable. Elle m'a remercié de comprendre. Disant qu'elle savait que je serais mature à ce sujet et que nous pourrions faire quelque chose de sympa ensemble à son retour, peut-être emmener Léo à la Cité des Sciences dont il parlait. Mature, raisonnable, compréhensif, tous les mots que les gens utilisent quand ils s'attendent à ce que vous acceptiez moins que ce que vous méritez. Elle m'a embrassé sur la joue, rapide, obligatoire, le genre de baiser qu'on donne à un parent qu'on n'aime pas particulièrement, et est montée se préparer pour le travail. Je suis resté dans la cuisine, écoutant ses pas, le bruit de l'eau qui coule, le bourdonnement de son sèche-cheveux à travers le plafond, et c'est là que j'ai pris ma décision, car voilà le truc quand on se fait traiter de régression, ça clarifie tout. Pendant 11 ans je m'étais dit que je construisais quelque chose avec cette femme, un partenariat, une famille, un avenir, mais les partenariats ne classent pas leurs partenaires. Les familles n'excluent pas les gens pour éviter l'inconfort et aucun avenir ne se construit sur ce genre de fondation, ils n'en valent pas la peine. Je suis entré dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte et sorti mon ordinateur portable, j'avais exactement 28 jours avant le mariage, 28 jours pour me préparer, pour m'assurer que quand je partirais complètement, sans rien laisser derrière, sans retour possible. Sans possibilité de réconciliation. J'ai ouvert un nouveau document et commencé à taper protocole de sortie Julien Kerr, le curseur clignotait sur l'écran, attendant, et j'ai commencé à planifier.
La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon avocat, pas l'avocat de famille que Stéphanie et moi utilisions, mais un autre, Daniel Viguier, un type rencontré à une conférence tech il y a 3 ans, spécialisé dans la protection des actifs et les divorces complexes. Nous étions restés en contact. Julien, a-t-il répondu à la deuxième sonnerie, demandant ce qui se passait. J'ai dit que j'avais besoin de le voir aujourd'hui si possible et que je ne pouvais pas en discuter au téléphone. Il y a eu une pause, Daniel était assez vif pour lire entre les lignes et m'a donné rendez-vous à son cabinet à 14 heures. J'ai passé la matinée à travailler normalement, finissant de déboguer un modèle d'apprentissage automatique pour un client pharmaceutique, répondant aux emails, rejoignant un appel vidéo sur un nouveau projet, la routine m'aidait. Me gardant ancré pendant que mon esprit travaillait sur le plan global. À 13h30, j'ai dit à Stéphanie que je devais faire une course au centre-ville, elle a à peine levé les yeux de son ordinateur portable, disant qu'elle récupérait Léo à l'école et qu'il s'arrêterait probablement pour une glace. J'ai dit que ça semblait bien et je le pensais vraiment. Peu importe ce qui allait arriver, Léo ne méritait pas d'être pris au milieu, pas encore. Le bureau de Daniel était dans un immeuble haussmannien rénové près de l'Opéra, le genre d'endroit qui facture des honoraires élevés. Il m'a reçu dans une salle de conférence avec du café et un bloc-notes légal, me demandant de parler une fois la porte fermée. Je lui ai tout raconté, le mariage, le commentaire sur la régression, les 11 ans de mariage, Léo, et il a dit que je voulais divorcer, ce n'était pas une question. J'ai répondu que je voulais être prêt, connaître mes options et me protéger. Daniel a hoché la tête lentement en prenant des notes, disant que c'était intelligent et demandant d'abord si j'avais des preuves d'infidélité. J'ai dit pas encore mais que j'avais des soupçons. Il a expliqué que nous avions besoin de preuves, car même si le divorce par consentement mutuel existe, l'infidélité compte toujours pour la division des biens et la garde. J'avais besoin de preuves avant de déposer quoi que ce soit. J'ai demandé comment obtenir cela, il m'a regardé et a demandé à quel point j'étais doué en technologie, j'ai presque ri. Il a esquissé un plan, caméra de sécurité dans la maison, légale tant qu'elle n'était pas dans les salles de bain ou les chambres, logiciel pour surveiller les appareils partagés, audit financier des comptes conjoints, traces écrites, documentation. J'ai dit que je pouvais installer des caméras ce week-end car Stéphanie emmenait Léo chez ses parents samedi et que j'aurais la maison pour moi seul. Daniel s'est penché en avant, me prévenant qu'une fois que je commençais ça, il n'y avait pas de retour en arrière et que je devais être certain. J'ai pensé au visage de Stéphanie ce matin-là, au soulagement quand j'avais accepté de ne pas venir au mariage, à la façon dont elle m'avait embrassé sur la joue comme si j'étais son frère et non son mari, et j'ai dit que j'étais certain. J'ai quitté le bureau de Daniel avec une liste de tâches et un calendrier de 4 semaines jusqu'au mariage pour rassembler des preuves, sécuriser mes actifs et préparer la sortie. Ce soir-là, j'ai commandé 3 petites caméras de sécurité en ligne, des modèles discrets activés par le mouvement avec stockage cloud, elles arriveraient vendredi et seraient installées samedi soir. Stéphanie n'a rien remarqué, nous avons dîné en famille, Léo a parlé de sa journée à l'école, d'un projet de science sur les volcans. Stéphanie faisait défiler des photos de mariage sur son téléphone, me montrant les robes des demoiselles d'honneur et les arrangements floraux. Disant qu'Aurélie avait choisi des roses blanches, un choix classique. J'ai aidé à mettre Léo au lit, lui lisant 2 chapitres de son livre préféré sur l'exploration spatiale, et quand je suis redescendu, Stéphanie était sur le canapé avec son téléphone. J'ai dit que j'allais me coucher tôt après une longue journée, elle a dit qu'elle monterait bientôt. Je suis allé à l'étage, j'ai fermé la porte de la chambre, ouvert mon ordinateur portable et commencé un tableur listant actifs, passifs, comptes, propriétés, tout ce que nous possédions ensemble, tout ce qui devrait être divisé. Le curseur clignotait dans les cellules du tableur et j'ai commencé à documenter ma vie, me préparant à la démanteler. Samedi est arrivé trop vite et trop lentement à la fois. Stéphanie est partie avec Léo vers 9h du matin pour aller chez ses parents près de Lyon pour le week-end, un rassemblement familial pré-mariage auquel je n'étais pas invité naturellement. Elle a dit qu'il serait de retour dimanche soir en m'embrassant sur la joue à la porte. Dès que leur voiture a disparu au coin de la rue, je me suis mis au travail, l'installation des caméras a pris moins de 2 heures, je les ai positionnées soigneusement, une dans le salon, une dans la cuisine, une dans le couloir. Toutes connectées à une application sur mon téléphone avec sauvegarde cloud. Mais ce n'était pas la raison pour laquelle ma main tremblait, l'enveloppe Craft était sur mon bureau depuis 3 jours, je l'avais récupérée au labo mercredi après-midi, un service de diagnostic privé qui ne pose pas de questions si vous payez un supplément. J'avais collecté les échantillons il y a 2 semaines, un cheveu de la brosse de Léo, de la salive de son verre de jus, mon propre prélèvement buccal, un test de paternité standard.
Le genre de choses qu'un homme fait quand il commence à remarquer que son fils de 7 ans ne lui ressemble pas du tout et quand il se souvient de l'amitié étroite de sa femme avec Benoît Magnin il y a 8 ans, juste au moment où Léo a été conçu. L'enveloppe semblait lourde, plus lourde que du papier ne devrait l'être. Je l'ai fixée pendant 10 minutes avant de finalement l'ouvrir. Le langage technique remplissait la première page, marqueur génétique, fréquence allélique, calcul de probabilité, j'ai sauté à la conclusion imprimée en gras, probabilité de paternité 0%, conclusion, Julien Kerr est exclu comme père biologique de Léo Kerr. Les mots se sont brouillés, je les ai relus encore et encore, 0%, 7 ans d'histoire au coucher, à lui apprendre à faire du vélo, à l'aider aux devoirs, 7 ans à être papa et rien de tout cela n'était réel biologiquement. J'ai posé le rapport, je suis allé à la cuisine boire un verre d'eau, mes mains étaient étrangement stables maintenant, la colère est venue plus tard, pas une rage chaude mais une fureur froide et calculatrice qui éclaircit l'esprit. Stéphanie avait menti pendant 7 ans, m'avait laissé élever l'enfant d'un autre homme tout en connaissant la vérité, et Benoît, le directeur financier, le garçon en or que ses parents adoraient, était le père de Léo, cela devait être lui, le timing correspondait parfaitement. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application de notes et commencé à documenter, date, chronologie, le voyage d'affaires que Stéphanie avait fait avec son père il y a 8 ans où Benoît était présent, je m'en souvenais car elle était rentrée étrange et distante. Et 2 semaines plus tard elle m'avait annoncé sa grossesse. Je me suis rassis à mon bureau, j'ai ouvert le document du protocole de sortie et ajouté une nouvelle section, garde nulle et non avenue, fraude à la paternité documentée, Daniel devait voir ça. Lundi matin, première chose, mais d'abord j'avais besoin de plus de preuves, si Stéphanie avait menti sur Léo, sur quoi d'autre avait-elle menti? Les caméras étaient en direct maintenant, quand elle rentrerait dimanche, chaque conversation serait enregistrée. J'ai scellé le rapport ADN dans son enveloppe, les verrouillé dans mon tiroir de bureau avec des copies sauvegardées sur 3 comptes cloud séparés, puis je suis retourné travailler comme si de rien n'était car la meilleure stratégie est celle que votre adversaire ne voit jamais venir. Dimanche soir, Stéphanie et Léo sont rentrés vers 18h, j'étais dans mon bureau quand j'ai entendu la porte d'entrée et la voix excitée de Léo me racontant sa visite chez ses grands-parents. J'ai serré Léo dans mes bras, ébouriffé ses cheveux, il n'était pas biologiquement le mien mais cela ne changeait pas 7 ans d'amour, ce n'était pas sa faute. Stéphanie a souri, a dit qu'elle était fatiguée par la route et que sa mère avait 17 opinions sur les plans de table, elle a posé son sac et est montée prendre un bain me demandant de gérer le dîner. J'ai nourri Léo, l'ai préparé pour le lit, lui ai lu une histoire, routine normale de papa quoi que dise l'ADN, il méritait la stabilité. Une fois endormi, je suis retourné à mon bureau et j'ai regardé les images des caméras, la plupart du temps c'était vide, mais la semaine a passé lentement, j'ai travaillé, joué avec Léo, agi normalement. Stéphanie parlait des plans de mariage, Benoît serait au dîner de répétition vendredi soir, le mariage samedi, elle serait partie 4 jours au total. Elle m'a demandé mercredi soir si j'étais sûr que ça allait, j'ai dit que je comprenais et que Léo et moi serions bien. Elle a serré ma main à travers la table, me remerciant d'être si solidaire, j'ai serré la sienne en retour, souriant, disant que c'est ce que font les partenaires, le mensonge venait facilement maintenant. Jeudi après-midi, pendant que Stéphanie était au travail, j'ai vérifié les caméras, rien d'inhabituel, mais vendredi, le jour avant son départ, quelque chose a changé. J'étais dans un café, examinant du code, mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement dans la cuisine, Stéphanie était rentrée tôt pour faire ses valises. Je l'ai regardée faire du thé, puis son téléphone a sonné, elle a répondu, souriant, riant, marchant vers le salon. Je suis passé à cette caméra, elle faisait les 100 pas, le téléphone pressé contre son oreille, puis elle a dit quelque chose qui m'a glacé le sang, je sais, a-t-elle dit d'une voix à peine audible mais claire, juste 4 semaines de plus après le mariage, quand Julien sera. Elle s'est arrêtée au milieu de la phrase, a regardé son téléphone, puis a mis fin à l'appel brusquement. J'ai rembobiné, regardé à nouveau, essayé de lire sur ses lèvres, après le mariage quand Julien sera quoi? Parti? Hors du tableau? J'ai sauvegardé le clip et l'ai envoyé à l'email sécurisé de Daniel avec pour objet preuve urgente. Ce soir-là, Stéphanie était joyeuse, excitée pour le mariage, me montrant sa valise, la robe qu'elle avait achetée. J'ai souri en disant que ce serait un beau week-end. Le jour du départ est arrivé avec un ciel clair d'octobre, Stéphanie est partie vendredi après-midi, nous a embrassé Léo et moi, promettant d'appeler. J'ai fait signe depuis l'allée, regardant sa voiture disparaître. Léo a demandé si on pouvait commander une pizza, j'ai dit absolument avec double pepperoni. Nous avons passé la soirée normalement, pizza, jeux vidéo,
film, je l'ai bordé à 21h, lui ai dit je t'aime, et je le pensais, l'ADN ne changeait pas 7 ans de paternité mais il changeait tout le reste. Samedi matin, pendant que Léo dormait encore, j'ai commencé la phase d'exécution, chaque étape documentée dans mon protocole de sortie. D'abord les finances, je me suis connecté à notre compte joint, j'ai viré ma moitié vers un nouveau compte que Stéphanie ne connaissait pas, même processus pour le compte épargne, les comptes d'investissement déjà séparés par notre contrat de mariage sont restés intacts. Notre compte professionnel partagé pour la start-up de technologie verte que je finançais a été entièrement transféré, c'était mon argent de toute façon. Ensuite, la purge numérique, j'ai réinitialisé notre ordinateur portable partagé, changé les mots de passe de chaque service de streaming, email, stockage cloud, retiré mon téléphone du forfait familial, annulé mes cartes de crédit où elle était utilisatrice autorisée. Pour la maison, nous étions locataires avec un bail aux 2 noms, j'ai appelé le propriétaire, expliqué que je partais, offert de payer ma part jusqu'à la fin du bail, il a accepté. À midi, je m'étais effacé de chaque système partagé. Ensuite les objets physiques, j'avais déjà expédié 2 cartons de documents importants à une boîte postale à Montréal il y a 3 semaines, acte de naissance, passeport, dossier financier, rapport ADN. J'ai chargé le reste dans ma voiture, vêtements, ordinateur portable, quelques objets personnels, j'avais appris à voyager léger. La start-up, notre entreprise commune que le frère de Stéphanie pensait coposséder, c'était la belle partie, je l'avais structurée soigneusement il y a 3 ans. Stéphanie et son frère étaient listés comme partenaires mais l'accord d'exploitation avait une clause que j'avais rédigée, en cas de différends irréconciliables, l'investisseur principal en capital pouvait dissoudre le partenariat et réaffecter les actifs. J'étais l'investisseur principal, j'avais mis 400 000 €, il n'avait mis que des idées. Vendredi soir, pendant que Stéphanie était au dîner de répétition, j'avais exécuté la dissolution, déposé les papiers, transféré toute la propriété intellectuelle à un trust à but non lucratif que j'avais établi, Green Future Technology, enregistré au Canada. Le trust continuerait le travail mais Stéphanie et son frère n'auraient rien, ils le découvriraient lundi. À 14h samedi, j'ai appelé Daniel Viguier pour lui dire que c'était fait, que je partais dans 1 heure. Un coursier livrerait des copies des preuves ADN à Stéphanie et ses parents lundi matin avec les papiers de dissolution et un avis formel que je demandais le divorce pour faute basée sur la fraude à la paternité et l'adultère. Daniel m'a demandé où j'allais, j'ai dit qu'il valait mieux qu'il ne le sache pas encore. J'ai regardé autour de la maison où j'avais vécu 6 ans, le canapé où je lisais des histoires, la cuisine, les murs qui tenaient les photos d'une vie qui s'est avérée être un mensonge. À 15h, j'ai chargé le dernier carton, laissé mes clés de maison sur le comptoir de la cuisine, laissé mon alliance à côté, laissé une seule enveloppe adressée à Stéphanie contenant des copies du rapport ADN et une phrase écrite de ma main, « Tu n'as jamais eu besoin d'expliquer, j'ai compris ». Puis j'ai récupéré Léo chez son ami, il a demandé où nous allions, j'ai dit que nous partions à l'aventure voir mamie en Bretagne pour quelques jours. Ma mère, que j'avais appelée la semaine dernière et à qui j'avais tout expliqué, avait accepté de prendre Léo pendant 2 semaines pendant que je m'installais au Canada. J'ai dit à Léo que maman nous rejoindrait là-bas, un des rares mensonges que je lui ai dit et ça faisait mal, mais c'était nécessaire. Nous avons quitté Paris alors que le soleil se couchait, mon téléphone vibrait constamment, Stéphanie appelant depuis la réception du mariage, j'avais bloqué son numéro. Demain matin, quand ses parents rentreraient pour la trouver seule, essayant de comprendre, elle serait dévastée, et je ne ressentais qu'une froide satisfaction. J'ai appris ce qui s'était passé par Daniel 3 jours plus tard. Samedi soir, le mariage s'est parfaitement déroulé, Stéphanie a posté des photos, Benoît Magnin était sur plusieurs clichés, proches de Stéphanie. Dimanche matin, elle est rentrée, m'a envoyé des textos, appelé, sans réponse. Elle est arrivée chez nous vers midi, a trouvé les clés, l'alliance, l'enveloppe. Selon Daniel, elle a appelé ses parents immédiatement, hystériques, ils sont accourus, l'ont trouvé lisant le rapport ADN. Son père a demandé où était Léo, Daniel a dit qu'il ne savait pas. C'est là qu'ils ont commencé à comprendre l'ampleur des dégâts. Raymond Porte, le père de Stéphanie, a essayé de se connecter au compte de l'entreprise lundi matin, accès refusé. Ils ont reçu les papiers de dissolution par coursier à 10h. Le partenariat technologique dont ils se vantaient aux investisseurs était dissous, les actifs transférés dans un trust canadien auquel ils n'avaient aucun accès. L'argent des comptes conjoints, ma moitié, avait disparu légalement. La start-up dont ils pensaient posséder 40% n'avait jamais été la leur. Le frère de Stéphanie a apparemment frappé un mur de colère.
Mais la vraie dévastation est arrivée mardi matin avec le deuxième coursier, plus de preuves ADN et un avis formel de divorce citant la fraude à la paternité et exigeant le remboursement complet de tous les fonds investis dans l'éducation d'un enfant qui n'était pas le mien. 7 ans de dépenses estimées à 400 000 €. Mon dossier était solide, j'avais des preuves, une chronologie, l'ADN, et le nom de Benoît Magnin allait être traîné publiquement dans la boue. Son avocate m'a appelé, elle voulait négocier. Daniel a dit non. Elle offrait un partage 50-50e, la garde partagée. J'ai répondu qu'il n'était pas mon fils, légalement je n'avais aucune garde à négocier, biologiquement Benoît était le père, elle pouvait négocier avec lui. Elle prétendait que je savais et que j'avais accepté Léo, mais j'avais des preuves datées prouvant que je n'avais découvert la vérité qu'il y a 4 semaines. Daniel a ajouté qu'il menaçait de poursuivre pour détresse émotionnelle et sabotage d'affaires. J'ai dit laissez-les essayer, nous assignerons Benoît Magnin à la barre sous serment. J'ai demandé à Daniel ce qu'il en était pour Léo, cette question faisait mal. Il était avec ma mère, je l'appelais tous les soirs, il pensait que j'étais en voyage d'affaires. Dans 2 semaines, une fois installé, j'expliquerai que maman et papa se séparaient, je ne l'abandonnerai pas juste parce que nous ne partagions pas d'ADN. Vendredi après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, j'ai répondu, c'était la voix brisée de Stéphanie me suppliant de parler. J'ai dit que nous n'avions rien à discuter. Elle a crié que je ne pouvais pas tout détruire, j'ai répondu que je n'avais rien détruit, je m'étais retiré d'une situation frauduleuse. Elle a pleuré que Léo était mon fils, j'ai dit que l'ADN changeait tout légalement, qu'elle avait menti pendant 7 ans, me laissant aimer un enfant en sachant qu'il n'était pas le mien, c'était de la fraude. J'ai rappelé qu'elle m'avait traité de régression, m'avait exclu, alors j'étais parti comme elle le voulait. J'ai dit compris et j'ai raccroché, bloquant le numéro. Cette nuit-là, sur le balcon de mon appartement temporaire à Montréal, je n'ai ressenti que du soulagement. 3 semaines après mon départ, Daniel a appelé, ils avaient découvert l'argent. J'étais dans un café à Montréal, travaillant. Quel argent? Tout. L'avocate de Stéphanie réclamait une divulgation financière complète, il prétendait que j'avais caché des actifs. Je n'avais rien caché, je ne lui en avais juste jamais parlé. 15 millions, c'est beaucoup à ne pas mentionner, a dit Daniel. J'ai souri, bien prénuptiaux, j'avais vendu ma première entreprise d'il y a 2 ans avant de rencontrer Stéphanie, le contrat de mariage excluait spécifiquement la richesse prénuptiale. Je vivais modestement, je ne faisais pas étalage de l'argent. Daniel a ajouté que Raymond Porte menaçait de me poursuivre pour avoir saboté ses relations d'affaires car Industrie Porte avait déposé le bilan la veille, l'entreprise perdait de l'argent depuis 2 ans et comptait sur mon partenariat tech pour survivre. Sans mon argent et ma réputation, il n'avait rien. Benoît Magnin, toujours directeur financier, était sur la sellette, le conseil d'administration posait des questions. Stéphanie voulait négocier, prête à admettre l'adultère en échange de l'abandon de mes réclamations financières. J'ai dit non. Daniel a demandé ce que je voulais. J'ai répondu, divorce prononcé, 0 garde pour moi car Léo n'est pas biologiquement le mien mais des droits de visite s'il veut me voir, retour complet de mes investissements, et une reconnaissance publique de la fraude à la paternité. Daniel a dit que c'était brutal mais a accepté de rédiger la contre-offre. J'ai regardé mon application bancaire, les 15 millions de la vente de ma première entreprise investie sagement valaient maintenant près de 22 millions, les revenus passifs de 40 000 par mois. Je vivais sur mon travail freelance tandis que cette fortune grandissait en silence. Stéphanie n'avait aucune idée qu'elle vivait avec un multimillionnaire qui choisissait de conduire une voiture ordinaire. L'ironie était belle, ses parents me traitaient de régression par rapport à Benoît qui vivait d'un chèque de paie à l'autre avec des dettes. J'aurais pu acheter Industrie Porte Cash. Mon téléphone a vibré, un texto de ma mère disant que Léo voulait me parler. Je l'ai appelé, sa voix était joyeuse, il m'a raconté sa journée. Puis sa voix a baissé, disant que maman avait appelé mamie en pleurant. J'ai dit que sa mère traversait un moment difficile mais qu'elle irait bien. Il a dit qu'elle avait demandé s'il voulait rentrer et qu'il avait répondu qu'il voulait rester avec moi, parce que j'étais son papa, celui qui lui lisait des histoires, celui qui était là. J'ai combattu l'émotion et promis que je serais toujours là pour lui. Après avoir raccroché, j'ai ajouté une clause au terme du règlement via un email à Daniel, un fonds fiduciaire pour Léo Care, 2 millions d'euros, accessible à 25 ans, financé par moi, géré par un administrateur indépendant, non négociable. 6 semaines après mon départ, le podcast est sorti, un épisode de Trahison moderne intitulé L'homme qui a disparu.
Ils ont couvert mon histoire, comment ils l'ont eu je ne sais pas, peut-être les dépôts de divorce publics. L'animatrice, Sarah Michel, a exposé les faits méthodiquement, l'exclusion, le commentaire sur la régression, l'ADN, la sortie calculée. Elle a interviewé des gens déguisés, confirmant que la famille Porte cherchait toujours un angle pour m'utiliser financièrement. L'épisode a conclu que parfois la réponse la plus forte à la trahison n'est pas la confrontation, c'est la disparition. L'épisode est devenu viral, les commentaires ont explosé. Daniel a appelé lundi matin, l'avocate de Stéphanie voulait régler immédiatement, terrifiée que cela prenne plus d'ampleur. Ils offraient tout ce que je demandais en échange d'une clause de non-dénigrement mutuel. J'ai fait une contre-offre, je signerais si Benoît Magnin reconnaissait publiquement la paternité et acceptait de payer une pension alimentaire rétroactive à la naissance, soit environ 8,4 millions d'euros pour 9 ans de dépenses. Daniel a ri, disant que c'était brillant. Le règlement est arrivé 2 semaines plus tard. Benoît Magnin, face à l'exposition publique, a choisi l'argent, a mis en place un plan de paiement et reconnu la paternité. Stéphanie n'a rien obtenu de moi à part un divorce et la vérité. L'entreprise de Raymond Porte a fait faillite. Benoît a démissionné. Et moi, j'étais à Montréal, regardant tout cela se dérouler avec une froide satisfaction. 18 mois après avoir quitté Paris, je me tenais sur la terrasse de ma maison près de Whistler au Canada, regardant le lever du soleil sur les montagnes. Mon téléphone a vibré, un texto du docteur Émilie Caron, médecin urgentiste de 34 ans rencontré à une conférence tech il y a 9 mois. Nous vivions ensemble maintenant. Elle savait tout pour Stéphanie et Léo et avait dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Le mois dernier, j'ai appris qu'elle était enceinte, nous gardions le bébé, j'étais fou de joie. Je suis allé la chercher à son appartement de Montréal, elle était radieuse. Elle m'a dit que Léo avait appelé, il avait 9 ans maintenant, vivait avec ma mère en France qui avait obtenu la garde permanente car Stéphanie ne pouvait pas maintenir un logement stable. Léo voulait venir visiter pour voir sa future petite sœur ou petit frère. Émilie m'a demandé si je regrettais comment j'avais géré les choses, j'ai dit non. J'avais donné 11 ans de loyauté basée sur des mensonges. Quand j'ai découvert la vérité, je me suis extrait proprement. Ma mère avait la garde, Léo était en sécurité. J'avais commencé le processus pour la résidence permanente canadienne, prévoyant de renoncer à ma citoyenneté française une fois éligible, non par dépit, mais par achèvement. Ce soir-là, Daniel m'a appelé pour me dire que Stéphanie se remariait avec un type rencontré dans un groupe de soutien et déménageait dans le sud. J'ai dit tant mieux pour elle, je m'en fichais vraiment. 2 ans et 4 mois après mon départ, je me tenais dans un tribunal canadien avec Émilie et notre fille de 14 mois, Sophia. J'ai prêté serment pour devenir citoyen canadien et renoncer à ma nationalité précédente. Le juge a approuvé ma demande. Je me sentais libre. Ce soir-là, Léo a appelé en vidéo, ravi que je sois canadien et demandant s'il pourrait l'être aussi un jour, j'ai dit qu'il aurait toujours une place avec moi. Plus tard, j'ai reçu un email de Stéphanie me félicitant, disant qu'elle comprenait pourquoi je ne reviendrais jamais, me remerciant pour le fonds fiduciaire de Léo et pour ne pas l'avoir abandonné. J'ai lu le message 2 fois puis l'ai supprimé. J'ai levé mon verre aux étoiles, aux mots qui avaient tout changé, compris. Puis je suis rentré à l'intérieur rejoindre ma famille, fermant la porte sur le passé pour toujours. La régression s'était complètement mise à niveau.